Madame, monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. Je vous souhaite la bienvenue au journal. Voici les titres, les principaux de ce 20h contentieux préélectoral pour les municipales du 30 septembre annoncé pour cette année au Cameroun. La Chambre administrative de la Cour suprême recale 3 partis politiques sur les 4 qui avaient introduit des recours. Retour sur l'audience de ce jour à Yaoundé. Tension électrique à Yatika. Yatika, c'est une localité située dans l'arrondissement de Douala 3e où des riverains sont mécontents. Ils se soulèvent contre leur expropriation. Ils ont barré la voie aux agents publics commis pour les travaux et de la santé dans la seconde partie de ce journal consacré au débat. Qu'est-ce qui coince? La lutte contre le paludisme au Cameroun, un expert est notre invité dans ce journal. Madame, monsieur, je vous retrouve dans un très court instant pour les détails. Merci une fois de plus, madame, monsieur, d'être avec nous sur le 20h. De la politique à l'ouverture de cette édition contentieux préélectorale pour les municipales du 30 septembre de cette année, la Chambre administrative de la Cour suprême déclare recevables les dossiers de candidature de l'Union des mouvements socialistes de Pierre Kwemo. Cette juridiction rejette par contre le recours de l'UPC, du RDPC et du SDF. C'était au cours de l'audience de ce jour à Yaoundé. Yannick Mbazwa. C'est une grande victoire pour l'Union des mouvements socialistes de Pierre Kwemo. Le parti a eu gain de cause du procès qu'il opposait à Elections Cameroun suite au rejet de ses listes dans 3 communes de la région de l'Ouest. L'ordonnance prise par le juge des référés administratifs est fondée, elle est largement justifiée parce que dans cette affaire, il y a eu effectivement, contrairement à ce qu'a voulu avancer le représentant de l'ECAM, il y a eu des manipulations. Parce que les dossiers, tels que nous le disons, les dossiers sont complets. En dehors de ce cas victorieux de l'UMS, les 3 autres formations politiques, à savoir l'Union des populations du Cameroun, le Social Democratic Front et le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, ont vu leur recours jugé irrecevable et donc rejeté. Mais ils n'entendent pas s'arrêter là. J'ai déposé mon recours suite au dépôt par les chargés de mission depuis la région au niveau de l'ECAM local. Donc j'attendrai que les listes soient publiées afin de revenir en force. Nous avons pris acte tout simplement et nous allons revenir à la charge si jamais notre liste n'est pas retenue. Ce que nous pensons évidemment inacceptable parce que même s'il manque un élément, le dossier est complet et puis l'ECAM devra comprendre qu'il est important que les populations participent entièrement à ce jeu électoral. La Cour suprême du Cameroun, siégeant en lieu et place du Conseil constitutionnel, vient donc de prendre le pulse des contentieux préélectoraux à venir, des publications des listes de candidatures dans les prochaines heures par Elections Cameroun. Cour suprême du Cameroun, pour Equinox Télévision, Hervé Sewe, Yannick Mbazwa. Merci Yannick Mbazwa. A-t-on déjà le dessin de ce qui pourrait être le contentieux préélectoral des listes pour ces consultations électorales? C'est à voir avec après la publication des listes par Elections Cameroun, l'organe chargé de gérer les élections au Cameroun qui n'a plus que quelques heures pour le faire. Dans cette attente, l'opposition reste sereine à l'est du pays. 5 partis politiques de l'opposition sont en liste dans cette partie du pays. Cela suffira-t-il pour détrôner le RDPC qui occupe toutes les communes à l'est du Cameroun? Benjamin Issam et Sylvestre Hippolyte Zangaou. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, comme de tradition, présente des candidatures dans toutes les circonscriptions électorales de la région de l'Est. Le Parti des Flammes sera présent dans les 4 départements de la région pour les législatives et les 33 communes pour les municipales. Cependant, dans la région du Soleil levant, l'on s'interroge. Le RDPC fera-t-il encore main basse sur toutes les mairies comme en 2007? Au vu de la mobilisation au sein des autres formations politiques, le SDF par exemple ne sera certes pas en compétition sur toute la région, mais il compte bien tirer son épingle du jeu dans le département de la KDI aux législatives et 3 listes aux municipales, Abertois 1er dans le Lom et Direm, Bang dans la KDI et Mindoro dans le Oignon. Le Social Democratic Front aurait pu être présent au municipal à Doumier et Messok dans le Oignon, si les colis
contenant les dossiers de candidature à l'investiture n'avaient pas été dérobés. Autres partis en lice au municipal à l'Est, la NDP, Abelabo, l'UFP d'Olivier Bilé, Angele Mendouka, Doumé et Ndoumétang, puis le Rassemblement des démocrates indépendants, RDI, dans son bastion de Lomier, dans le Oignon. Au total, 6 partis politiques sont engagés dans la région de l'Est pour le double scrutin du 30 septembre prochain. Et à Mélon, dans le département du Mungo, les populations attendent beaucoup des élections à venir. Elles espèrent que le prochain exécutif communal va s'atteler au reprofilage des routes, notamment à la gare routière. Des détails avec Cyril Djemba et Sandrine Yamga. Voilà, retour sur ce reportage de Cyril Djemba et de Sandrine Yamga sur les attentes des populations par rapport aux élections à venir. Reportage. La ville de Melon, dans le département du Mungo, région du littoral, a mal à ses routes. Pour les populations, c'est un véritable chemin de croix, partir d'un bout à l'autre, surtout par ces temps de pluie. La ville de Melon, surtout pendant la saison des pluies comme ça, est tellement mauvaise qu'on ne sait pas. Et si l'État peut nous aider à arranger la ville de Melon. Ceux qui en payent le prix, ce sont les transporteurs qui ont décidé de quitter la gare routière pour les mêmes raisons. L'électricité ici dans la gare routière de Melon, puisque nous ne parvenons pas à travailler, les passagers ne parviennent pas à entrer dans la gare routière parce que quand il pleut, ils ne peuvent pas entrer ici. Il y a tellement la boue dans la gare. Il y a les mares d'eau partout, comme vous voyez là. Nous aussi, nous sommes sortis, pas parce que nous nous rébellons, mais c'est tout simplement parce que les choses comme ça ne nous permettent plus de travailler. Il y a des moments où on fait un voyage par jour, 2 voyages, parce qu'on n'arrive plus à joindre les 2 bouts. Toutes choses qui amènent les habitants obligés de patauger à longueur de journée dans la boue à s'interroger sur le rôle de la municipalité. Il n'y a pas de route, les pistes au quartier, il n'y a pas de caniveau, les ordures c'est partout, il n'y a pas de ramassage d'ordures dans la ville de Melon. Vraiment, on ne sait même pas à quoi sert la mairie ici. Contexte électoral oblige, elles attendent beaucoup de l'exécutif municipal qui prendra les rênes de la commune à l'issue du scrutin du 30 septembre prochain. C'est le souhait des populations de Melon que peut-être avec les nouvelles personnes, peut-être qu'il y aura un changement. Ce n'est pas la fête d'aujourd'hui. Ça va arriver à nous. Que la ville de Melon est dans ce état. Pour l'instant, elles espèrent avoir la réaction de la mairie qui, contactée, confirme avoir été saisie et informée de la situation par les populations et notamment les transporteurs de la ville de Melon. Des doléances, encore des doléances, cette fois-ci adressées aux autorités administratives. C'est dans la région de l'Est du Cameroun où les populations de Bertois 2 demandent au sous-préfet de cet arrondissement d'accentuer la lutte contre l'insécurité et de lever la suspension qui frappe la création des chefferies traditionnelles de 3e degré. Voilà quelques doléances adressées à André Tayanou qui effectuait sa première visite de prise de contact dans cette localité. Benjamin Issam et Sylvestre Hippolyte Zangao. Pour les populations de l'arrondissement de Bertois 2e, dans la région de l'Est, la tournée de prise de contact du sous-préfet de la localité n'était pas seulement un moment de communion, mais surtout le moment indiqué pour poser leur doléance, qui consiste en l'amélioration des conditions de vie. On attend de lui qu'il rende sa compte aux instances supérieures, qu'il vienne nous en aide avec la lumière, avec l'eau, avec la route. Voilà notre préoccupation. À Bertois 2e, la plupart des quartiers manquent de l'eau potable, des routes et l'insécurité prend de l'ampleur. Et sur ce point, le sous-préfet André Tayanou a procédé à la mise sur pied de plusieurs comités de vigilance et invite les populations à collaborer pour mettre un terme à l'action des malfrats. Les assassinats, même si ce sont nos enfants, c'est là la vérité. Si vous voulez le développement, et si vous voulez respecter la devise du Cameroun, paix, travail, patrie, il faut que la paix règne. Chacun doit apporter sa contribution. Je suis venu vous rencontrer pour vous demander de m'aider dans ce domaine. Pour les chefs traditionnels de Bertois 2e, la principale doléance faite au sous-préfet est de lever la suspension qui pèse sur la création des chefferies de 3e degré. Je vous assure que si c'est ça, si ce n'était que ça, c'est que depuis 1900,
80 jusqu'aujourd'hui ne devait pas avoir de chefferies de 3e degré. Ce n'est que les chefferies peut-être de 2e et de 1er degré qui ont été suspendues. Mais la création de chefferies de 3e degré devait rester telle que... Les populations et le sous-préfet de Bertha II souhaitent donc renforcer leur collaboration afin de favoriser le développement de leur arrondissement. Arnaque et escroquerie présumée, le préfet du département du Vouri met en garde les populations de son unité administrative contre les agissements des promoteurs des écoles de formation dites des marins. Dans un communiqué qu'il vient de rendre public, Nassiri Paul Beya dit se désolidariser de ces promoteurs qui promettent fallacieusement des emplois aux apprenants, des emplois qu'ils ne peuvent pas garantir aux éventuels lauréats. La lutte contre la pauvreté et la discrimination contre les femmes était à l'ordre du jour de la célébration de la journée de la femme africaine. La 51e édition du JAR a permis aux générations anciennes de rappeler l'importance de préserver sa culture et son identité. Le discours est passé ce mercredi dans la ville de Douala. Dallas Tchana et Julingue. La femme africaine en général, camerounaise en particulier, perd de ses valeurs culturelles au fil des années. C'est du moins le constat fait par les personnes du 3e âge rencontrées à Douala. Elles s'insurgent contre ces Africaines transformées. C'est ce qui m'étonne, vous les jeunes. Je vois toujours maintenant toutes les filles africaines ont des cheveux longs jusqu'aux fesses. Je le vois. Pourquoi? Parce que vous ne voulez pas, vous voulez vous identifier aux autres. Restons nous-mêmes avec nos valeurs. C'est ainsi que nous avons une dignité. Ce n'est pas en copiant l'Occident. Cependant, des membres de la diaspora camerounaise ont une conception autre de la femme africaine. C'est pour ça que moi j'ai toujours été opposant quand on dit femme africaine, femme arabe, femme ceci. Parce qu'en Afrique on trouve les arabes aussi, ils n'ont pas la peau noire comme nous. Chacun souhaiterait mettre les tenues de chez soi, c'est-à-dire nos tissus pagne. Mais je ne pense pas que ce soit une règle mathématique. Parce que chez les autres, on a des blanches qui veulent faire comme des africaines. Et chez nous, on a des Africains qui veulent faire comme des blanches. Et puis, sur 7 jours, on peut s'habiller en tenue africaine, on peut s'habiller en tenue qui viennent d'ailleurs. Le monde est fait ainsi. Il faut s'ouvrir. 50 ans après les indépendances, les associations féminines souhaitent une participation plus active des femmes dans la société. Regardez comment les femmes n'avaient même pas la possibilité de sortir comme ça. Parce qu'à un moment donné, il était dit que les femmes doivent rester au foyer. Un changement qui s'impose désormais dans tous les secteurs économiques, sociaux ou politiques. Des tâches qui ne doivent en rien mettre en mal leur place de mère entreprenante, femme engagée. La lutte de la femme, c'est quoi? C'est de lutter pour nos cultures. Parce qu'une femme africaine doit respecter aussi sa culture. De lutter pour l'intégration des autres personnes qui sont autour de nous. Ces réactions et analyses rentrent dans le registre de la journée de la femme africaine, initiée par l'Union africaine. Cette journée, rendue à sa 51e édition, s'est célébrée sous le thème « Renaissance africaine, rôle de l'organisation panafricaine ». Et c'est l'anarchie totale au marché Vormbi à Yaoundé, la capitale politique du Cameroun, un marché qui a été frappé par un incendie hier, un incendie qui a fait d'importants dégâts matériels. Occupation anarchique de la route par les commerçants, mauvais état des voies d'accès dans cet espace marchand. Rassurez-vous, la liste des mots est loin d'être exhaustive. Yannick Mbazo. Deux principaux obstacles ont porté atteinte au déploiement des sapeurs-pompiers face à l'incendie qui a ravagé une centaine de boutiques au marché de Vormbi. De prime abord, l'accessibilité. La zone était pratiquement inaccessible. Il y a une voie d'accès qui est à peu près à 40 mètres du lieu du sinistre et l'autre et celle qui passe par le marché est aussi à peu près à 100 mètres. Non seulement les routes sont amputées état, mais envahies par les commerçants ambulants. Les sauveteurs ne supportent pas qu'ils viennent à l'intérieur du marché là pour faire un jour, 2 jours. Ils ne vendent pas ces 1000 francs. Dès que tu le vois pousser là, c'est pour aller s'installer en route. Ceci justifie par ailleurs cet envahissement. Bon, c'est là qu'il y a quand même les clients, on se débrouille seulement. Ici en Vormbi, l'intérieur du marché est tellement sous-occupé, donc c'est sous-peuplé. Il n'y a pas d'espace là dans le marché. Oui, en plus de ça, pour avoir un emplacement là, est tellement cher, plus qu'ici en route. Oui, c'est ça qui fait que nous sommes en route. Autre problème, la construction des comptoirs en matériaux provisoires.
J'ai dit que le marché, ce n'est pas construit. Maintenant, nous, on s'installe sur les tables en bois comme ça. Les 6 000 que je devais donc acheter les cahiers à mes enfants, voilà ça qu'elle va encore utiliser pour arranger notre comptoir. C'est malheureux pour moi. La communauté urbaine de Yaoundé est plus qu'interpellée à prendre des mesures. Fortes afin de faire face à cette inertie. Et comme annoncé en titre, ce mouvement d'humeur des populations de Yatika et Yassa, c'est dans l'arrondissement de Douala 3e, à l'origine de la montée d'adrénaline, une querelle foncière. Les infortunés affirment que l'État du Cameroun veut récupérer cette terre sur laquelle ils sont installés depuis une dizaine d'années et de manière légale. Ces populations se sont mobilisées ce mercredi pour chasser les agents publics déployés pour le terrassement du site. Des agents commis par les autorités administratives selon des sources pour recenser les maisons et autres biens installés sur les lieux. Je vous propose la réaction de quelques manifestants au micro d'Equinox Télévision. Nous sommes ici à Yatika depuis 2005 et nous sommes propriétaires. Nous avons acheté des terrains légalement et devant notaire et avec des titres fonciers où nous sommes passés même les géomètres qui ont fait des bornages. Nous sommes surpris qu'aujourd'hui, il y a un braquage qui provient du préfet et qui demande l'annulation et nous avons des maisons même là-dedans. Ils viennent tout seuls gaillardement dans une voiture qui n'est même pas escortée par des gardes-corps. Nous nous demandons, nous ne sommes pas des Camerounais. Si nous sommes des Tchadiens, renvoyez-nous au Tchad. Je ne sais pas si c'est les Chinois qui deviendront finalement des Camerounais. Nous appelons le chef de l'État de nous venir en aide, de nous soutenir. Ça, ce sont nos biens, nos patrimoines. Et nous devons jouir de nos patrimoines. Je dis seulement que l'autorité vient nous aider, puisqu'on n'a plus de moyens pour investir ailleurs. Parce que depuis 2005 que je suis ici, je n'ai plus de moyens, je suis déjà vieille. Je dois aller où? Comment les autres viennent me chasser dans mon pays? Que venez en aide, Monsieur le Président. Occupation illégale de terrain dans la cité balnéaire de Kribi. Une opération de déguerpissement a commencé en fin de semaine dernière dans le quartier Afan Mabé sur ordre de la justice camerounaise. Les riverains ont désormais perdu le sommeil. À Kribi, dans le département de l'Océan, notre reporter Joseph Abena. Le quartier Afan Mabé, au cœur de la cité balnéaire de Kribi, est une propriété privée. Plusieurs citoyens sceptiques apprennent cette réalité à leurs dépens. C'est une opération de déguerpissement qui a lieu ici, sous la conduite d'un huissier de justice. Franchement, je suis au pays ou je ne suis pas au pays. On ne peut pas se lever un 4 matin pour me... À 15h du matin, à 15h du soir, on me demande de libérer mon atelier. Regardez un peu à côté, vous allez voir combien d'enfants sont dehors. Regarde combien d'enfants sont dehors. On me demande de libérer. Moi, j'ai combien de personnes qui nourrissent chez moi par jour? Pourtant, voici un titre foncier dont les origines remontent à 1967 qui appartient à un certain Mana Sagiga Emmanuel avec une superficie de 22 hectares. Plusieurs citoyens imprudents s'y sont installés depuis des lustres et le propriétaire, qui est resté jusque-là muet, attendait justement que la moisson devienne grande. Après la décision du tribunal, lui reconnaissant la jouissance de cette partie du territoire, c'est la force publique qui se déploie désormais sur le terrain. Certains négocient en payant directement leur espace d'occupation, d'autres sont tout simplement chassés. Seulement, plusieurs s'y sont installés par simple amitié avec le père de l'héritier qui fait aujourd'hui la pluie et le beau temps. Une solidarité à l'époque qui ne tenait justement pas compte des écrits. Un blessé et d'énormes dégâts matériels, c'est le bilan de l'accident de la circulation survenu la nuit dernière au lieu-dit Dernier Poteau dans la ville de Douala. Le conducteur d'un camion a perdu le contrôle de son engin pour finir sa course dans un bistrot après avoir percuté au passage un poteau électrique. La circulation est restée perturbée ce matin à cet endroit. Le conducteur du poids lourd s'en sort avec quelques blessures.
Un témoin de la scène revient sur les circonstances de cet accident de la circulation au micro d'Equinox Télévision. Vraiment, nous avons vécu un terrible accident et Dieu merci. Ce monsieur, il s'est battu. Là, il faut le dire en tant que voisin, en tant que même, j'habite dans cet immeuble que vous voyez là. Et ce monsieur, il a pris le poteau électrique. Alors dès là où il s'est rendu compte qu'en partant tout droit, il va encore prendre le deuxième poteau électrique. C'est là où il a pensé virer carrément un quart de tour pour pouvoir alors chuter, freiner son allure au niveau de l'étage. Alors, plus du mec que du pal, nous sommes sortis, nous avons vu qu'il était là-dedans, tellement inconscient. Alors c'est là où nous sommes entrés dans le camion, nous avons l'extrait du camion. Alors là, quand il est descendu du camion, il a pris connaissance, mais il n'avait pas vraiment un choc en tant que tel, physique quoi. Peut-être ça peut arriver qu'au fond de lui, ça ne va pas. C'est là où on lui a apporté maintenant au niveau du centre de santé qui est là ici derrière. On a fait le soin sur lui. Et pour refermer la première partie de ce journal, notons que le comité de facilitation du trafic maritime international, en abrégé FAL, n'est toujours pas satisfait des délais de passage des marchandises au port de Douala, des délais qui oscillent entre 18 et 21 jours contre 7 jours tels qu'ambitionne ce comité depuis une dizaine d'années. Ces délais à l'import pourraient être réduits avec la participation de tous les groupes d'opérateurs qui interviennent dans la chaîne de dédouanement des marchandises. Olivier Bellet, le président du comité FAL, milite pour l'urgence d'une amélioration de la qualité du service au moment où se tient la 9e cérémonie de remise des labels qualité aux commissionnaires agréés en douane. La cérémonie présidée par le secrétaire général du ministère camerounais du Commerce s'est déroulée cet après-midi au siège du JICAM dans la ville de Douala, en présence notamment du directeur des douanes camerounaises. Madame, Monsieur, je vous invite à présent à nous retrouver dans la seconde partie de ce journal consacré au débat. Merci de nous retrouver dans la seconde partie de ce journal consacré au débat, comme annoncé à l'entame de cette édition de la santé. La lutte contre le paludisme au Cameroun est-elle le ventre mou des politiques publiques en matière de santé au pays? Et pour en parler, nous recevons le professeur Léopold Lehmann. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes maître de conférence, vous êtes biologiste, maître de conférence, vous êtes enseignant à la faculté des sciences de médecine à la faculté de médecine et des sciences pharmaceutiques de l'université de Douala. Merci d'avoir accepté ce rendez-vous. Alors, le conclave sur la recherche opérationnelle dans la lutte contre le paludisme s'est achevé dans la ville de Douala ce jour. Est-ce qu'aujourd'hui, avec le niveau de la lutte contre cette maladie, vous avez le sentiment que de tels conclaves apportent une plus-value? Oui, effectivement, de telles réunions sont très importantes parce qu'elles permettent aux experts d'échanger sur les expériences de lutte contre le paludisme dans les différents pays où les programmes nationaux sont actifs. Elles permettent également de faire un bilan de ce qui a été effectué comme travail et aussi de poser des perspectives pour les actions futures. Est-ce que vous pensez que les recommandations qui sont très souvent émises sont suivies par les gouvernants? Oui, généralement, le canevas de travail après ce genre de réunion est fixe. Mais il y a des contraintes dans un contexte qui diffère d'un pays à un autre. Et il ne s'agit pas de savoir si les recommandations sont suivies, il s'agit généralement de voir si les recommandations sont actualisées. Et là encore, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu pour qu'on voit de façon nettement perceptible. Alors le plus important, c'est quoi? De voir si les recommandations sont actualisées ou si ces recommandations sont suivies. Parce que dans tous les cas, c'est le politique qui met en mouvement ces recommandations au bénéfice des populations qui en ont justement besoin. Oui, en fait, si on parle de la réunion et des recommandations, les recommandations ne sont pas seulement dirigées vers les politiques. Elles sont, dans le cas du paludisme par exemple, elles sont
surtout dirigé vers les personnes les plus concernées, qui sont les populations. Et c'est là que beaucoup de facteurs entrent en jeu. La communication, par exemple, l'éducation, par exemple, entre en jeu, devrait un peu plus entrer en jeu pour que la lutte contre le paludisme soit plus efficace. Alors, cette lutte semble ne pas beaucoup avancer. Des experts qui se sont réunis dans la ville de Douala ont pu établir que les pays de l'Afrique centrale peinent à trouver des financements. Est-ce que ce n'est pas un problème d'adosser des financements de la santé publique sur des fonds extérieurs? Oui, c'est effectivement un problème. On dit toujours, hein, la santé avant tout. Et ça veut dire qu'on doit se préoccuper soi-même de sa propre santé avant que les autres ne vous viennent en aide. Et bien entendu, nos problèmes, ce n'est pas seulement au niveau de la santé. Tous nos problèmes nous concernent en premier lieu. Et c'est pourquoi les politiques de santé ne devraient pas être trop dépendantes de l'extérieur. Mais en Afrique centrale, il est vrai que ça peine par rapport en Afrique de l'Ouest ou à d'autres régions, parce que ce genre de rencontres ne se multiplie pas déjà et que beaucoup d'acteurs, notamment les universités par exemple, à mon avis, ne sont pas assez mêlés, assez sollicités. Hein. Des jeunes étudiants que nous avons ont de la capacité, ont de la substance pour participer aux actions de lutte contre le paludisme et on a l'impression qu'ils ne sont pas assez mis en contribution. Ça, c'est peut-être un petit exemple qui justifie pourquoi la lutte contre le paludisme en Afrique centrale traîne des pieds. Et puis, il y a quelque chose de très important. Il faut se fixer des objectifs avec beaucoup d'ambition. Il faut, à notre avis, commencer à parler d'élimination du paludisme. Parce que, effectivement, certains pays comme Sao Tomé et Principe ou Zanzibar en Tanzanie ont démontré qu'avec des moyens restreints, on pouvait avancer de façon considérable. Et c'est pour dire qu'au Cameroun, on n'avance pas de façon considérable. Oui, jusqu'à présent, on stagne un tout petit peu, mais je dirais que les moyens techniques que nous avons en notre possession nous permettent de penser qu'on peut très vite avancer sur alors, ce domaine. Décidément, qu'est-ce qui coince? Comment appréciez-vous les politiques gouvernementales de lutte contre le paludisme au Cameroun? Bon, je ne sais pas si je suis bien placé pour apprécier les politiques gouvernementales. Elles ont tellement de volets. Mais ce que je peux dire en tant que chercheur dans le domaine, c'est que la lutte contre le paludisme, les problèmes de santé même en général, au Cameroun ou dans la zone francophone, ont été très centrés sur le médecin. La prévention des maladies a été un peu plus négligée. Or, l'impact est plus important. On dit toujours prévenir vaut mieux que guérir. Donc, l'impact de la prévention est beaucoup plus important. Et dans ce sens-là, beaucoup d'acteurs entrent en jeu. Tenez par exemple au Cameroun, les sociologues sont très peu mis à contribution. Le paludisme, par exemple, c'est une maladie où les médicaments, les traitements sont très bien connus, les moyens de prévention sont connus, et on arrive à un niveau où on distribue même des moustiquaires imprégnés gratuitement à des populations, et on se rend compte que les gens ne les utilisent pas comme il faut. Ça veut dire qu'il y a problème quelque part, ça veut dire que le message ne passe pas ou il n'est pas convaincant pour ces populations. Du coup, il faut faire intervenir d'autres connaissances et l'université, par exemple, est là pour ça. Alors, 41% d'enfants de moins de 5 ans meurent de paludisme au Cameroun. Est-ce que ces chiffres ne font-ils pas peur? Oui, effectivement, ces chiffres font peur. D'autant plus que les données sont vraiment graves. Certaines
ne sont même pas estimés de façon réelle. Ils sont juste supposés. Vous ne pouvez pas imaginer combien d'enfants perdent des cours, l'absentéisme scolaire, par exemple, l'impact du paludisme dans l'absentéisme scolaire et dans l'absentéisme maintenant dans les entreprises. Voilà. Et c'est là que je reviens à votre première proposition. Vous disiez que les gouvernants ou les politiques devraient intervenir, oui. Mais au niveau de l'entreprise, par exemple, les chefs d'entreprise devraient comprendre que en luttant contre le paludisme, ils gagnent de l'argent et devraient agir en conséquence. Donc c'est une affaire de beaucoup d'acteurs, c'est une bataille qu'il faut mener de façon multilatérale, multidimensionnelle. Alors si on revenait sur la tranche que nous avons mentionnée un peu plus haut, celle des enfants de moins de 5 ans, est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a une nette amélioration après le décret sur la gratuité des frais de traitement du paludisme à la faveur de cette catégorie de personnes? Bon, en attendant que les statistiques de suivi nous donnent des chiffres concrets, en tant que chercheur, je ne pense pas personnellement que ces mesures, ce genre de mesures, aient un impact important sur la transmission en définitive. Parce que quand on veut lutter contre le paludisme, il faut s'occuper des cas symptomatiques, donc des malades qui ont par exemple la fièvre ou qui ont des symptômes, et des cas asymptomatiques, donc des gens qui ont le parasite dans le sang et qui ne sont pas encore malades. Et les études que nous sommes en train de mener sur le terrain nous montrent qu'on va jusqu'à 30 à 50% des cas de Camerounais dans les zones urbaines. Déjà, Douala, par exemple, ça c'est un cas concret d'une étude que nous avons menée sur 5000 personnes environ. 30% des personnes que nous avons diagnostiquées ont le parasite et ne font pas de signes cliniques. Ce qui veut dire qu'on ne s'occupe que d'une très petite proportion de personnes qui se dirigent vers l'hôpital. Donc, pour lutter, pour éradiquer le paludisme, pour éliminer le paludisme dans un pays comme le Cameroun, il faut s'intéresser de plus en plus aux cas qui sont latents, je veux dire aux cas asymptomatiques. Aller les détecter, les traiter et les protéger. Ça pourra réduire de façon drastique. Mais ça a un coût. Et je crois que c'est le problème qu'il faut maintenant résoudre parce que ce problème se résout aussi avec l'avancée de la technologie. Maintenant, il y a des méthodes de diagnostic plus rapides, moins coûteuses et des traitements connus, ce qui veut dire qu'il y a espoir que... Est-ce qu'il ne faudrait pas par ailleurs agir dans la prévention? Mettre un accent particulier sur la prévention? Absolument, vous avez tout à fait raison. Pour mettre un accent sur la prévention, on a aussi des outils efficaces connus, les moustiquaires imprégnés à longue durée d'action, par exemple. Mais il faut encore que les populations les acceptent. Et là, l'éducation, la communication jouent. Il faut comprendre le mode de vie, la compréhension de la chose paludisme ou prévention par les populations. Et donc, c'est sur ce volet-là qu'il faut agir. Est-ce qu'en plus, on ne peut pas faire entrer en lice l'assainissement urbain, l'assainissement de l'espace de vie? Absolument. Ça, c'est toutes les méthodes de lutte qui permettent de réduire la quantité de moustiques dans des vecteurs seront efficaces et doivent être mises en contribution pour lutter contre le paludisme. Alors, professeur Liman, pour sortir de ce plateau, vous êtes un homme du terrain, vous êtes un expert dans la lutte contre le paludisme. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui, au regard de tout ce qui est déployé, au regard du niveau d'imprégnation de cette maladie, qu'on arrivera un jour à l'éradiquer au Cameroun? Absolument, je suis très confiant. Je pense même qu'on réussira à éliminer le paludisme au Cameroun beaucoup plus tôt que les prévisions
ne le présente actuellement. Je suis très confiant. J'ai dit que ma confiance vient du fait que les outils de détection du parasite sont de plus en plus sophistiqués et de moins en moins coûteux. Les médicaments sont connus, les populations sont de plus en plus éduquées et la communication s'en mêle. Ça veut dire que le message pourra passer et ça, c'est un facteur très important qui me fait penser que les années du paludisme sont comptées. Merci, professeur Léopold Lehmann. Merci d'avoir accepté ce rendez-vous. Je vous remercie. Madame, monsieur, merci de nous avoir suivis. C'est la fin de ce journal. Restez connectés sur les programmes d'Equinox Télévision. Je vous invite à suivre particulièrement ce documentaire qui va intervenir aux environs de 21h sur Equinox Télévision. Un documentaire sur la pastorale de la santé, l'accompagnement spirituel en milieu hospitalier. C'est un documentaire signé Jean-Martin Lundi en partenariat avec Equinox Télévision. Je vous retrouve demain lorsqu'il sera 20h. Bonsoir.